Salut Yassine. Bonjour Amine. Comment vas-tu? Marhaba bik. Merci, merci. Alors c'est le premier podcast que je fais en plein air. Ouais. Donc j'ai aucune idée de m'arrêter comme tu m'as au final ou là là là. D'abord comme je m'as tant pis. Mais sinon, merci de m'avoir eu durant ce séjour. Oui, il faut en profiter Amine. C'est pour ça que je t'ai dit, vaut mieux qu'on se mette face à la mer, en profiter du soleil que de se mettre à l'intérieur chez moi. Absolument, c'était ton idée. Par contre, il y a des bruits de fond, je sais pas si ça dérange pas. J'espère pas, ça dépendra de ton micro qui est super sensible et super bien. Moi, mon micro, il va rien capter. Non, ça, c'est un micro dynamique. Donc, normalement, il n'est pas très sensible. Du coup, parle-moi de tes musiciens. Oui. Parle-moi de comment ça a commencé pour toi. À certains moments, t'as fait des groupes. Tu étais présent sur la scène un peu indie, underground algérienne de rock durant les années 2000 et début des années 2010 avant de quitter l'Algérie vers la France. Oui. Du coup, parle-moi, est-ce que ça a commencé avec le groupe Helter Skelter? Oui, Helter Skelter, c'est par la suite. En fait, je me présente déjà, Yassine, donc j'ai 40 ans, je suis natif de la ville d'Oran. Ok, je sais pas si vous arrivez à le voir, mais voilà. Je sais pas avec les lunettes si ça le fait ou pas. Ouais. Moi je mets. Là, tu gardes tes lunettes. Ouais. Par rapport au soleil, il fait trop chaud. On a hésité à tourner le matin ou le soir, donc là... Voilà, on est là, le plus important ça passe, on a réussi à le faire parce qu'on en parlait déjà, ça fait un moment. Hein, ça fait en fait tu es un avide follower du podcast. Oui, tu as regardé tous les podcasts jusqu'ici. Ouais, j'ai tout regardé. Je peux te faire un quiz. Vas-y. Oula. À quel moment, quel épisode, quelle minute j'ai offert le Macintosh à Ramiz Mouchi? Ah, ça je me rappelle pas. Tu vois. Je me rappelle pas. Mais par contre, j'ai regardé les invités étaient presque la majorité. D'accord. Et j'ai trop apprécié parce que à cette époque-là, moi je t'ai découvert, tu étais moi j'étais en France et j'étais un petit peu nostalgique par rapport à l'Algérie, donc je cherchais sur internet des fois tout ce qui est en rapport, surtout avec les jeunes. Ouais. Avec les jeunes, ce qui se passe, les projets en cours. Parce que j'avais comme projet de revenir justement en Algérie et de reprendre ma vie là où je l'ai laissée, peut-être. Et c'est comme ça que je suis tombé sur ta chaîne. Ok. Voilà. Donc je suis tombé sur ta chaîne et j'ai regardé à chaque fois. Ça me faisait plaisir de voir l'épisode qui vient la semaine prochaine. C'était à un moment donné, c'était chaque samedi ou je sais pas c'était quel jour tu faisais ça. Ouais. Et voilà. C'était ça. À chaque fois que je faisais sortir un épisode, il y avait toi. Il y avait Lina de Brainiac et il y avait Samy le Mouti qui me faisait compte rendu de impression. Voilà, cet épisode est top, cet épisode morceau. Toi, tu me critiquais le son. Le son, tu me disais, Ami, c'est une catastrophe. C'est pas que c'était une catastrophe, mais en fait, j'arrivais toujours pas à capter. Des fois, il y avait trop de trucs dans le son et moi, ça me frustrait parce que je travaillais dans le son. J'imagine, oui. C'est pour ça. Donc, c'est pour ça que je remarquais plein de trucs à cas genre hyper simple à régler, mais je me dis sûrement le mec il est dépassé, et là on vient de le vivre. J'ai vu comment on a réussi à se joindre et tout. C'est la course. À chaque fois c'est un miracle. C'est une course. Oui, c'est une course. Mais voilà, avec l'expérience, donc tu comprends ce genre de trucs où tu commences à les régler au fur et à mesure. C'est des petits détails qui font la différence sur ton son ou là la vidéo ou là n'importe quel. En fait, j'avais découvert l'existence de la carte son en lançant mon podcast. Donc j'avais aucune expérience avec les microphones, avec les câbles Adoma XLR, avec la carte son quand tu la branches. Qu'est-ce que ça fait avec, je sais pas moi, Logic Pro, avec les logiciels de traitement. Mais 0, on m'a rien appris. Un jour j'étais genre, ok, je vais faire un podcast. Après, mais t'as besoin d'une carte son. Ok, c'est les cartes son, mais t'as besoin d'un câble, t'as besoin d'un truc, t'as besoin d'un ça. Et du coup, je me souviens, le deuxième épisode que j'avais fait, c'était que sur le test pour voir si vraiment ça valait le coup et c'est vrai, si vraiment c'était quelque chose mais du coup, sur si tu avais un peu mon background,
tu te dirais ça va. Malgré que le son c'est pourri pour un professionnel, mais pour un amateur comme moi... non, franchement, mais c'est comme chaque chose, Minabal, que tu viens, tu essayes, tu t'instruis tout seul, surtout maintenant. Dans cette période-là, tu as plein de trucs, l'information elle est super bien partagée, tu peux apprendre dans n'importe quel domaine. Oui. Donc voilà, ça, ce qui est génial, tu as appris en autodidacte. Bah, tout comme moi j'ai appris la musique en autodidacte. Hein. Quand j'étais avant en Algérie, parce que moi j'avais fait la fac d'informatique. Donc j'ai fini mes études comme ingénieur en informatique et j'ai appris la musique à la fac. D'accord. Genre entre étudiants, on prenait les guitares, on grattait. Il n'y avait pas YouTube à l'époque. Il n'y avait pas YouTube, il n'y avait rien du tout. Il y avait Internet, c'est à savoir. Hein. Ouais. Donc on a pris dans la nature, un peu dans le parc et tout, avec les guitares et tout, entre les cours. D'accord. J'ai appris à gratter de la musique, après à gratter sur une guitare, à prendre des accords et à chercher l'information. L'information, c'était dur à trouver, c'est vrai. Donc c'était pas chez toi que tu as appris, c'était à la fac. C'était à la fac. D'accord. Parce que les guitaristes d'aujourd'hui, c'est chez eux, en face d'un ordi, en face de YouTube. C'est ça. Mais toi, c'était pas la même chose. C'était à la fac, il y avait quelqu'un qui jouait super bien de la guitare, après il y avait des intermédiaires, des débutants, donc on apprenait un sur l'autre. D'accord. C'est ça, on partageait l'information, peut-être il réussit à télécharger des trucs et les partage avec les autres. Voilà. Mais l'information, elle était vraiment restreinte par rapport à aujourd'hui. Oui, aujourd'hui, tu peux apprendre n'importe quoi. La dernière fois, j'ai vu un pote à moi, في l'école à Imsentel, il avait pris une classe, غلق على روحه. Après, نسيبو لداخل ضغطت عليه. Qu'est-ce que tu fais? Il était en train de monter une imprimante 3D. Ouais. Et quand tu vois, c'est un robot, c'est carrément un robot très complexe qu'il était en train de monter. D'accord. Mais où t'as appris ça? Tu vois, on t'apprend pas ça à la fac. T'as appris ça sur YouTube. Ouais. Donc on vit dans une époque où on peut apprendre des choses très compliquées, très complexes. À travers YouTube, les forums, les réseaux sociaux, etc. Et ça, c'est génial. Ça, c'est bien pour commencer. Moi, je dis, parce que par la suite, ça peut être un piège aussi. Oui. Parce que tu peux apprendre plein de trucs sur YouTube, mais des fois, l'information, il y en a plein. Donc, comment trier la bonne information et lors de l'information, qu'est-ce que tu peux apprendre au début, après par la suite, même si tu suis une chaîne d'un mec super calé et tout, mais c'est impossible qu'il te donne tout. Ok. Donc, pour commencer à apprendre un domaine, oui, peut-être commencer par YouTube pour apprendre les bases et tout. Ouais. Mais si vous êtes vraiment passionné par quelque chose, moi je pense qu'il faudrait à un moment donné l'apprendre réellement en faisant une formation professionnelle. Ok. Voilà. Ok. Donc, parce que là, sur YouTube, l'information elle est gratuite. Tu vois ce que je veux dire? Donc à un moment donné, l'information gratuite, elle est pas forcément la meilleure, quoi. J'imagine, j'imagine. Mais en même temps, tu sais, en Algérie, il y a un truc qui est arrivé. Depuis 2016, il y a eu des gens qui mettaient au point des formations, d'ailleurs qui coûtaient très cher, mais qui finalement, ils pour la formation, ils passent 2 semaines à يسمعوا هذاك le gars يحكي لهم حياته. Tu vois, ويخرجوا يعطيهم un certificat, ils disent voilà, vous êtes diplômé de art déco, par exemple. Oui, je vois ce que tu veux dire. Donc, il y a eu de ça. À chaque fois, je disais, à chaque fois, je disais aux gens, écoutez, allez sur YouTube, commencez par YouTube, apprenez sur YouTube, etc. Par exemple, il y a aussi, il y a des potes à moi qui font de formation en photographie. En tant que photographe, je vais te dire, bon courage à mes potes qui font formation en photographie, mais tu peux tout apprendre sur YouTube. Oui. Une séance de 1h30, t'as le triangle de machin, de lumière. C'est la lumière. Le triangle de lumière. Tu peux l'apprendre en une vidéo de 5 minutes sur YouTube et tu peux tout comprendre. Tu vois, tu as une caméra, achète une caméra pas chère, 15 000 dinars, tu peux t'acheter une caméra. Oui. Et au lieu de mettre 30 000 dinars dans une formation. C'est l'information rapide, YouTube. C'est comme le fast-food en fait. Voilà. T'as faim, tu rentres dans un fast-food, tu manges, tu vas te rassasier. Mais finalement, tu bats. Et surtout, ça dépend. Tu vas dans un restaurant gastronomique, tu bats, ou la balak ma tu bats, je sais pas, mais. Mais tu vois, c'est autre chose. C'est-à-dire la gastronomie, c'est toute une science, si tu veux. Oui, je trouve qu'il y a cette année. Ça dépend aussi des. À un moment donné, c'est devenu de la chimie, gars, complètement. Tu vois, ça dépend aussi des chaînes. Ouais. Parfois, tu tombes sur une chaîne YouTube,
le gars Hadak, ça devient ton mentor. Tu vois, genre, tu vas jamais le rencontrer. C'est ça. Tu vas jamais machin. Je te donne un exemple. Il y a Vissos qui m'avait appris tant de choses sur non seulement la psychologie, les mathématiques, etc. Il faisait des vidéos de 15-20 minutes. Et me te faire ce qui fait les 20 minutes de classe, tu apprends tellement de choses et tu arrives à tellement mieux comprendre le monde dans lequel on vit. Et le gars, mais tu vois, t'as de l'admiration pour la personne. C'est pas une affaire d'admiration, mais c'est une affaire d'accord, ok. Tu vois où je veux en venir. C'est ça le truc. Je vois. Donc si tu rentres dans le YouTube éducatif, c'est vraiment c'est vaste. Et comment dire, et tu peux tomber sur des gens, des profs, on va dire, des formateurs dans la vraie vie et qui sont pas si bien que ça, tu vois. Donc je sais pas, ça dépend du formateur plus que le médium Hadak. D'accord. C'est ce que j'ai cru comprendre en tout cas. Oui. Ouais. Moi je te parle par rapport à ça, par rapport à mon parcours. C'est-à-dire en musique. Quand je commençais à apprendre à la fac, je t'ai dit, après il y a eu Internet, on a commencé à apprendre d'Internet. Et puis par la suite, ça marche. Ça marche, t'inquiète. Ça marche, d'accord. Et par la suite, quand j'étais parti en France, j'ai fait le conservatoire de musique. D'accord. Donc là, j'ai compris. C'est là où voilà. Oui. J'avais de l'information, peut-être j'ai appris plein de trucs, mais c'était pas ça. C'était pas vraiment ça. C'est peut-être pas commencer par l'information ou le chemin que j'avais pris. Peut-être partir sur autre chose pour avoir des bases plus solides, pour bien comprendre le truc, cerner le sujet. Donc c'est ça la différence entre peut-être faire des études et être passionné et apprendre tout seul. Oui. En fait, j'arrive un peu à faire une conclusion, avoir une conclusion. Si tu arrives à avoir un mentor qui peut t'apprendre la chose, c'est bien. En face à face, et ou les problèmes kiff, etc. Tu lui dis écoute, comment tu en sors, c'est bien. Et dans ma sab, je n'abandonne pas. Tu peux toujours trouver l'info sur YouTube et tu peux aussi trouver de bons mentors virtuels. C'est ça. Oui. C'est ça. Ouais. Après, moi je dis que c'est l'information qui compte. Après, il faut pas peut-être s'attacher à la personne parce que des fois on développe avec le côté sentimental. Tu vois, et je pense que à la fin, je te dis ça par rapport aux profs, par exemple, au conservatoire, il y a des élèves qui préfèrent certains profs ou certains, tu vois. Mais c'est humain. Voilà. Et à la fin, il faut se dire, c'est l'information qui compte. Même si on admire la personne ou on veut que ça soit notre mentor ou notre idole ou voilà. Ouais. Mais c'est humain, les préférences à Doma, tu peux pas les éviter. Hein. Donc, ouais. Alors, t'as appris la musique, t'as appris à jouer de la guitare, c'est ça, c'était pas la basse, mais c'était la guitare au départ. C'est la guitare au départ. À la fac, après, tu fais des groupes. J'ai vu, tu m'as montré des vidéos où vous jouez en live. Et j'ai écouté franchement votre musique et tu m'aurais dit ça c'est un groupe américain à succès, je t'aurais cru. Tu vois, honnêtement, l'anglais ou là, je t'aurais dit oui, c'est le genre de musique qui sortait en 2004-2005. C'est ça, ouais, faut pas trop exagérer, mais bon, c'est. Bon, en termes de popularité peut-être. Oui. Mais en termes de qualité musicale, je n'exagère pas. Oui. Merci. Merci. Je t'en prie. En tout cas, oui, mon premier groupe, on a commencé à monter des groupes à la fac. Donc, premier groupe, j'avais joué dans un groupe de rock, il s'appelait Vortex. D'accord. On a commencé à faire des reprises de Metallica, Nirvana, tout ça. Donc, on a appris avec ça, avec ce genre de groupe. On a appris avec du rock. Après, par la suite, j'ai fini mes études, je suis rentré dans le monde du travail, etc. Et à un moment donné, je sentais que c'était pas moi, quoi. Je me suis dit, je suis pas vraiment le gars qui va rester dans le bureau et qui va faire de l'informatique, alors que j'étais super passionné de musique. J'avais envie d'aller plus loin. D'accord. Donc, je continue à jouer des groupes AK. Après, je me suis dirigé vers un petit peu la musique algérienne. Je m'intéressais plus à la musique algérienne. J'ai accompagné des artistes un petit peu algériens. On a fait un petit peu des tournées en Algérie et tout.
Après, j'ai eu voilà, l'opportunité de partir en France pour faire un master en informatique. Pareil, dans l'informatique, quoi. Et quand j'étais là-bas, ben, je me suis dit, alors non, là, c'est vraiment pas moi. Là, je suis en France. Là, si je fais pas ma passion maintenant, je vais jamais la faire. Quoi. Il faut que je me prenne en main. Ouais. Donc, j'ai changé d'orientation. J'ai laissé tomber le master en informatique qui était, voilà, c'était un master de management en informatique, gestion d'entreprise. Ça, c'est pendant que tu étais en France. Voilà, donc quand j'étais en France. C'est post 2014. Voilà, c'était pour être à la fin chef de projet, tu vois, en costard, à présenter un projet, un plan de business en informatique. Et là, je me suis dit non. Vraiment, là, c'est pas pour moi. Ok. Voilà. Ouais. Donc, je me suis dirigé vers le conservatoire. Et au conservatoire, ben, j'ai suivi une formation en musique actuelle. D'accord. Chose qui n'existe pas en Algérie, que je trouve ça un peu dommage, mais je pense que ça va arriver. Parce que les conservatoires en Algérie, ils forment en musique classique. D'accord. Si tu veux suivre un cursus au conservatoire, c'est en musique classique. Donc, tu es obligé de faire du classique. Ok. Bah c'est bien le classique, mais après tu vas perdre un temps de fou pour après repartir sur les autres styles que tu as envie de jouer. Donc c'est un peu frustrant quoi. Oui. Donc en France t'as trois cursus en fait. T'as la musique classique si tu veux aller en classique. T'as de la musique actuelle. La musique actuelle, tout ce qui est voilà blues, rock, funk, jazz, tous les styles de musique actuels quoi. عندك les musiques du monde. Les musiques du monde, là, tu peux te spécialiser en musique d'un pays en particulier. Tu peux être faire la musique d'un pays en particulier, par exemple la musique salsa cubaine. C'est un peu comme la musique raï en Algérie ou n'importe quel style de musique. C'est comme on appelle ça, l'ambassadeur de France en Algérie, Lil Abchabi. Ah ouais, ça va. Oui, tu peux voir ses vidéos. Le nouveau. Oui. J'ai vu qu'il parlait arabe. Parle arabe, il chante en arabe, en algérien. Ouais. D'accord. Peut-être il a été dans une voilà. Il se peut que ce soit un conservatoire. Moi, je pense que c'est plus association. C'est plus le milieu associatif peut-être. Il se peut parce qu'il y a beaucoup d'associations tannées de musique andalouse, que ça soit en Algérie ou là en France, c'est pareil, je pense. Il y a de la musique andalouse qui est pratiquée en association, milieu associatif. Ouais, on était où? J'ai perdu le fil. Écoute, Anna, ce que je veux savoir, c'est qu'il est plus en détail à ton expérience les petits groupes Hadouk. D'ailleurs, tu m'as dit qu'on peut retrouver la musique que vous faisiez sur YouTube. Donc, j'écris quoi pour retrouver la musique Hadouk? Je sais pas s'il en reste encore des archives. Alors, parce qu'à l'époque... parce que si j'écris Helter Skelter sur YouTube, il y a les Beatles. Oui, parce que c'est un tube des Beatles. Ouais. C'est un titre des Beatles qu'on a repris, on a pris parce que voilà, le guitariste, chanteur, le leader du groupe, il était fan des Beatles. Donc il avait pris ce nom-là. Mais il faut écrire peut-être Helter Skelter Oran. Helter Skelter Oran ou Théâtre d'Oran, parce qu'on avait joué au théâtre. D'accord. À l'époque, c'était voilà. Mais après, vous avez fait des albums. Peut-être pas avec ce groupe, mais... Les albums, donc le problème avec les albums, c'est que on avait des maquettes, on a commencé à composer et tout, mais après on n'est pas allé loin. Malheureusement. Mais quand vous avez fait des statistiques, vous avez vendu des cassettes, non? Ah non, mais ça, je te parlais du groupe en France. Ah ok. Avec le groupe de métal atmosphérique. Oui. C'était un groupe en France. C'était un groupe en France. Ah d'accord. C'était ça, c'était pas la suite. Donc quand j'étais parti en France, je suis arrivé, donc j'avais ma basse avec moi, je suis parti en étudiant et je commençais à sortir un petit peu dans les scènes partagées, un petit peu dans les cafés, bars, tout ça. Il y avait des scènes partagées. Ok. Donc là, j'ai croisé beaucoup de monde, j'ai croisé des musiciens. On a joué ensemble, on a partagé la scène et là on a créé, j'ai pu accompagner des artistes ou créer un autre groupe de rock. J'étais sur la ville de Grenoble. D'accord. Donc le groupe, non, par rapport à Collins, c'était pas ça. Collins, j'avais trouvé une annonce. Ok. J'avais trouvé une annonce sur un site. Ils ont un site, une plateforme de musiciens qui s'appelle Easy Zik. Ok. Easy Zik, il y en a une autre qui s'appelle Zik Inf. Ça, c'est deux grandes plateformes sur Internet spécialisées pour les musiciens, pour les annonces de musiciens. D'accord.
Donc si tu veux chercher un groupe et jouer dans un groupe, tu rentres sur le site, tu dis quel instrument tu joues, quel style tu as envie de jouer, et il te cherche l'annonce sur mesure sur toi. Ah, il y a les start-upers algériens, voilà une idée. Voilà, ça c'est une idée pour les musiciens. Ils l'ont fait un petit peu sur Facebook. Oui. Je crois le Radouane Aouamr, le bassiste de l'ITM que je salue. Il a fait ça à un moment donné, il a fait un groupe où musicien DZ cherche musicien DZ, un truc comme ça. D'accord. Mais je sais pas si ça a bien marché ou pas, mais sur internet, avec un site spécialisé, je pense que c'est mieux. Bien sûr. Tu peux trouver mieux ce que tu cherches. Bien sûr. Et donc Collins, je suis tombé dessus, je suis tombé sur leur annonce, ils cherchaient un bassiste, leur bassiste il était parti, donc j'ai pris sa place. Ils avaient déjà un album, ils avaient enregistré en 2013 leur premier album. C'était un projet vraiment professionnel, c'était dans un studio pro avec un producteur et tout. Le truc c'est que par la suite c'était les musiciens, ils faisaient ça à mi-temps. D'accord. Et dans la musique, à un moment donné, je pense qu'il faudrait vraiment choisir et te lancer. Genre, tu peux pas rester musicien à mi-temps. Oui. Il faut se dire, voilà, je me donne 1 an ou 2 ans, je vais faire de la musique à fond. Il faut avoir les ressources aussi, parce que même en France ou là ailleurs, les gens ils vivent pas de la musique réellement. Hein. C'est de plus en plus dur de vivre de la musique. Oui. Donc voilà, donc après c'est pas parti loin parce que par rapport à ça avec Collins, parce que on a pris des directions un petit peu différentes. Le chanteur il était parti travailler dans un autre pays, il est revenu, donc c'était un peu compliqué. Mais avec eux, quand j'ai rejoint le groupe en 2015, on avait bien tourné parce qu'ils ont sorti l'album. Ils ont commencé à le vendre, mais leur bassiste est parti, il pouvait pas tourner. Après, moi, je suis venu dans le groupe et entre 2015, 2016, 2017, on a bien tourné dans la région. D'accord. On n'a pas fait des tournées mondiales, mais on a tourné juste dans la région là où on était. On a fait une dizaine de villes juste dans la région, quoi. Et par la suite, on a enregistré un deuxième disque. C'est là où j'ai vraiment enregistré mes lignes de basse dessus. Collins in the Light sur YouTube. D'accord, on trouve aussi ça sur Spotify et tout. Voilà, tu peux mettre un lien. Super, on est sur Spotify, YouTube et tout. D'accord. Voilà, ça c'était par la suite. Et tu m'avais aussi raconté qu'Ifash, à un certain moment, d'ailleurs, tu étais admin sur la page Metal Algérie, c'est ça? Oui. Vous savez à la page? Algerian Metal Community. Algerian Metal Community. Alors ça, c'était un projet qui a été lancé en 2015, je crois aussi. D'accord. Par une association qui était sur Constantine, en collaboration avec des gens qui étaient en France. Ok. Et ils ont organisé un premier festival de métal à Constantine. C'était en 2015 où ils ont fait venir des groupes français, franco-algériens, et groupe Assil, je crois, Arkan, qui étaient venus jouer. Et par la suite, le projet n'a pas continué. Ils n'ont pas réussi à faire une deuxième édition et tout. D'accord. Et l'administrateur de la page de l'époque, il avait quitté son rôle d'administrateur. C'était le directeur artistique du festival. Oui. Il n'a pas continué et il restait le directeur technique. Donc moi, je suis rentré en contact avec le directeur technique pour prendre un petit peu la place, parce que je me voyais, je pouvais servir un petit peu la scène locale, quoi, la scène métal algérienne. D'accord. Et après. Je lui ai donné l'idée comme quoi on abandonne cette idée de festival et on se concentre juste sur l'idée d'organiser un groupe de métal international. On le fait venir en Algérie et il partagera la scène avec d'autres groupes locaux. D'accord. C'était ça l'idée. Et donc j'avais commencé à contacter un petit peu, je me suis dit moi je m'occupe de la partie artistique et j'ai commencé à contacter des managers de groupes des groupes un petit peu moyens. Hein. C'est pas des tu as pensé à quel groupe? J'avais pensé à des groupes un petit peu comme Nervosa. C'est un groupe de rock, de thrash metal. Français? Non, c'est des Brésiliennes. C'est des filles brésiliennes que j'avais vues en concert. Et j'ai discuté un petit peu avec elles et tout. C'était à Lyon en 2017. D'accord.
Donc j'ai trouvé que c'était un super groupe. Je me suis dit pourquoi pas, ils viendraient en Algérie et ils partageront la scène avec un autre groupe. Donc j'ai cherché ce groupe-là, j'ai cherché un autre groupe, il y avait Moonspell. Adouga, c'est des groupes que j'ai contactés et ils m'ont répondu et ils étaient ok pour venir et tout. Il y avait Moonspell, Nervosa, il y avait Kadinja aussi, c'est un groupe français de métal moderne. C'est vraiment du métal moderne. Okay. Ils étaient super intéressés de venir, on était d'accord sur les cachets, sur plein de trucs. Mais après, tu sais ce qui s'est passé, hein. Après il y a eu le Covid. Voilà. Il y a eu le Covid et ça s'est un petit peu arrêté. Et après, on n'a pas réussi encore à redémarrer le truc. Mais te voilà, t'es rentré en Algérie et je pense que tu peux relancer quelque chose. Oui. Tu peux, Moi, je suis partant, hein, mais après, c'est un petit peu compliqué tout ce qui s'est passé avec le Covid. C'est ça qui nous a un peu tués. Parce qu'à un moment donné, tu sais, même les Algériens, ils pouvaient pas rentrer chez eux. T'imagines, faire venir des étrangers. Bien sûr, c'est clair. Non, il y avait plein de projets. Il y avait, comme je t'avais dit d'ailleurs, ce podcast s'est lancé, le premier épisode s'est lancé. Juste avant, il sera le lockdown, premier lockdown. Le virus. Donc, on avait lancé le premier épisode sans savoir exactement ce que c'est Covid. Ah non, les 2 premiers épisodes. Après le 3e, باش يتلانسا غلقوا كلش t'avais plus droit وحنا صاتنا في بليده tu vois. Blida c'était la première où on a tout fermé, tu vois. Le couvre-feu c'était à 15h. Tu pouvais plus sortir et même avant 15h on savait pas si on allait se transformer en zombie ou là. Donc ouais, mais ça veut pas dire que donc il n'y a plus Covid, tu vois. On est là hein. Là, il n'y a plus de Covid, mais c'est vrai que l'industrie de la musique à Balk, elle a pris un coup vraiment très 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 dur. Et je connais par exemple en France, il y a eu plein de festivals qui ont arrêté complètement. Ils n'ont pas pu revendre leurs billets même après le Covid. Hein. Oui. Il te reste par exemple les gros festivals comme le Hellfest par exemple, c'est parmi les grands festivals de métal, c'est le plus grand festival de métal en France. Ils ont réussi à survivre parce que les gens, en fait, comment ça se passe, ils vendent ils vendent les places un an auparavant. Ok. Donc et ils genre avaient vendu l'édition avant... de 2020, les gens ils avaient acheté déjà leur place en 2019 et il y avait plus de tickets. Pour partir au festival en 2020. D'accord. Avec le virus, la production du festival, ils ont dit, voilà, vous gardez vos billets pour l'année d'après, pour 2021. Ok. Après, pour 2021, pareil, Covid et tout ça, ils n'ont pas pu. Ils ont dit, gardez vos billets pour 2022. D'accord. T'imagines, à un moment donné, ça devient... Le Hellfest, il a réussi quand même à garder son public. Oui. Parce que le public, il lui faisait confiance. Mais d'autres festivals qui ont essayé de faire la même chose, peut-être, ils n'ont pas réussi. J'imagine. Du coup, ils n'ont pas réussi à rentrer dans leurs frais et ça. J'imagine. Ça a fait arrêter leur festival alors qu'ils étaient bien lancés. Oui, mais en même temps, on a besoin d'un festival là-dedans. On a besoin. Pas forcément de métal. Festival, mais on a besoin de partage, voilà, de groupes professionnels qui viennent jouer chez nous et qui, voilà. Moi qui a vécu toute ma vie en Algérie, je n'ai assisté à mon premier concert de métal qu'en 2021. Ah ouais. Tu t'imagines? Oui. Donc voilà, à la fin de ma vie, quoi. Ouais. Donc ça montre, mais ça montre à quel point me cache. Oui. Mais c'est à vous, c'est un peu une opportunité pour vous, hein. Oui. Mais les étrangers les choses. Exactement. Ah ouais. C'est avec l'ouverture des deux pays. Ça dit que je suis tellement pessimiste par rapport à ça. Ça y joue malheureusement. Hein. Oui, mais le pays va pas s'ouvrir. Espérons, hein, moi je suis revenu avec l'espoir. Hein, donc, écoute, t'es revenu avec l'espoir, mais il y a une très grande, très forte volonté politique pour qu'il n'y ait pas pour que les visas ne soient pas donnés aux étrangers. Mais même t'as le harb al-barida, t'as le traf, يجيك un espion du CIA ou là t'as un MI6 ou là quelque chose, tu vois. Je sais pas. Le problème, je pense, c'est pas les visas parce que l'Algérie, au contraire, elle donne des visas. Moi, j'étais venu justement avec le chanteur du groupe de Collins, qui est français, avec des petites origines algériennes, mais il a pas le passeport algérien. Du coup, il a déposé son passeport français au consulat algérien. Il a eu son visa après 21 jours. Peut-être que c'est parce qu'il a des origines algériennes. Peut-être.
Il se peut. Peut-être. Mais j'ai vu plein de Français qui viennent pour tourisme, on leur donne le visa, mais on n'a pas le problème, c'est pas les visas, la différence des visas, mais plutôt l'ouverture des pays. C'est-à-dire, il nous faut plus d'ouverture. Il faut plus d'ouverture, pas seulement pour les touristes, mais quand je dis ouverture, par exemple, même dans le secteur privé pour la culture. Tu vois, la culture, le secteur de la culture, il est monopolisé par l'État. Hein.